Farage, Eric, professeur de psychiatrie, grand spécialiste de l'addiction, des addictions, et qui va nous apprendre certainement des choses. On pense beaucoup aux substances addictives, voilà, pour le risque au niveau de la santé mentale, mais il y a aussi un risque de la santé pulmonaire. Oui, effectivement. C'est vrai que la santé, d'une façon générale, la santé pulmonaire, elle est énormément touchée. Pas uniquement par rapport au tabac, parce que le tabac, on connaît bien, mais comme on vient de le voir, par rapport à un certain nombre de choses qui sont en lien. Au fait, c'est vrai que tout ce qui peut toucher, justement, donc là, de l'inflammation peut toucher les choses de ce point de vue-là. Alors, est-ce que je fais bien? C'est dans l'autre sens. Ok. Juste peut-être pour rappeler quelques chiffres, c'est vrai que c'est assez, c'est pas pour faire peur, mais c'est une sorte un peu de réalité malheureusement qu'on refait toujours. Ça sert toujours à titre, je dirais, préventif, peut-être à titre d'information, à titre de sensibilisation aussi. C'est des chiffres qu'on connaît bien. Le fait de voir 25% de la population, elle reste concernée, c'est les 18-75 ans. Le fait aussi des futurs, en fait, c'est des fumeurs quotidiens, c'est dans l'ordre de 20% d'une façon générale. Actuellement, on s'intéresse beaucoup plus par rapport à ces questions de mode qui est au fait vapotage ou la cigarette électronique. Cigarette électronique, vous voyez bien, donc c'est plus de 8% de la population qui vapote actuellement. Et dans l'usage quotidien, c'est 6% à peu près, mais ce sont des chiffres qui sont en nette augmentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conduites addictives marchent toujours par phénomène de mode. Et actuellement, le fait aussi de parler de vapotage de cigarettes électroniques, c'est aussi une mode parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on en parle énormément. Et je pense que, mais d'un point de vue des conséquences, des décès prématurés, comme on le voit, plus de 68 000 décès, ce qui est quand même extrêmement important, c'est toujours la première cause de mortalité évitable aussi qui est liée au tabac en dehors des phénomènes de l'accidentologie. Et là, on a réduit, grâce à la lutte qui s'est faite en France, de 4 millions de fumeurs quotidiens en 10 ans, ce qui est quand même nettement appréciable. Peut-être c'est le mois sans tabac qui marche bien, peut-être c'est cette sensibilisation. Malheureusement, ces chiffres ont augmenté pendant le Covid, ça s'est stabilisé, ça diminue de nouveau. Par contre, il y a des inégalités territoriales, c'est qu'en région PACA, on fume toujours autant. C'est vrai qu'on n'arrive pas à diminuer. Peut-être qu'on est dans une région frontalière. Peut-être aussi, parce qu'en fait, on s'est intéressé aux conditions aussi économiques, à certaines professions qui sont les plus exposées aussi, qui sont très, très concernées. Et là, actuellement, c'est vrai que force est de constater, on fume moins. C'est vrai qu'on sensibilise beaucoup plus, mais il y a énormément qui continuent de vapoter. Et c'est ce qui nous inquiète. Et le côté vapotage, il faut le rappeler, c'est une addiction. Et c'est fortement, en fait, addictif. Juste aussi, donc là, pour aussi dire que, attention, cette baisse progressive de tabagisme, mais cette progression, stabilisation du fait, vapotage, par contre, il y a une initiation souvent à l'adolescence, en début de l'âge adulte, qui souvent, maintenant, les jeunes n'ont pas encore fumé leur première cigarette. Par contre, ils s'initient à la cigarette électronique, au puff, par exemple, et c'est vrai qu'ils peuvent développer une addiction sans avoir fumé une vraie cigarette. C'est ce qui nous inquiète actuellement, et c'est vrai que ça a d'énormes conséquences, comme on les connaît par rapport justement donc là, au tabac d'une façon au fait générale. Donc nous, ce qu'on voudrait généraliser, c'est non seulement de sensibiliser, c'est de faire de la prévention, et c'est pour ça qu'on va mettre justement donc là, dans notre région, ce qu'on appelle un peu le RPIB, c'est le repérage précoce et intervention brève, pour concerner le maximum. Pourquoi ne pas aller dans les lycées, dans les collèges? Là, tout à l'heure, j'ai vu aussi le dernier rapport de l'OFDT, c'est l'Office français des tendances addictives. Et c'est vrai que dans les lycées, c'est une catastrophe parce que même si le tabac diminue, le vapotage augmente énormément. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui doit énormément nous intéresser dans la santé respiratoire parce qu'il y aura certainement beaucoup de conséquences aussi. Donc l'addiction en elle-même, maintenant ce n'est plus le fait, c'est vrai que le nombre de cigarettes c'est très très important, on a énormément travaillé, mais pour définir quelqu'un s'il est addict ou pas, c'est très simple. Est-ce qu'il contrôle ou pas? Il y a 2 critères pour définir une addiction, c'est la perte de contrôle, c'est quelqu'un qui ne peut pas dire non justement, donc là qui ne peut pas résister à quelque chose, et puis il y a un deuxième critère qui est devenu l'élément majeur dans toutes les études cliniques qu'on mène, c'est le côté craving, et le craving, c'est une envie irrésistible.
Et l'envie irrésistible, justement, de ne pas résister à un produit ou à un comportement, marque justement cette addiction. Parce qu'actuellement, il y a des addicts, effectivement, qui peuvent fumer tout le temps, ils ne peuvent pas se passer d'une cigarette parce que sinon il y a un manque. Et une autre catégorie qu'on a remarqué, ils jaillissent par une sorte de compulsion, c'est-à-dire c'est des fumeurs compulsifs, ils peuvent arrêter à certains moments, mais quand ils commencent à fumer, c'est comme l'alcool ou dans les autres conduites addictives, ils ne peuvent pas s'arrêter de fumer. Et là aussi, on le voit beaucoup à des soirées festives ou à d'autres circonstances quand les personnes ne vont pas très bien. C'est vrai qu'ils ont tendance justement donc là à utiliser ce genre justement donc là de comportement. Donc la nicotine est un produit hyper addictogène parce qu'on n'arrête pas de le répéter. C'est vrai que c'est vieux, c'est très très connu. Par contre, ce qui nous intéresse un peu dans cette molécule, c'est qu'elle a un double effet. C'est que ça calme quand on est anxieux et puis ça peut nous exciter quand on est au fait fatigué. Et c'est aussi ce phénomène-là qui rend la nicotine très addictive. Ça fait partie de ces produits qui sont hyper addictogènes. D'où le souci justement donc là qu'on a actuellement. Donc là par exemple, c'est vrai que la cigarette classique, il y a énormément d'éléments comme le goudron, monoxyde de carbone et des milliers de substances toxiques. Par contre, dans la vape, il y a de la nicotine bien sûr sans combustion, mais avec des incertitudes à long terme parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas d'où ça vient, comment c'est fabriqué, de quelle façon. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à les recommander d'un point de vue médical, de mettre quelqu'un sous fait de vapotage alors qu'on n'en connaît pas la destination. Les fabricants, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils y mettent. Il y a aussi la question d'arôme et qui reste extrêmement importante aussi. Donc le circuit de la récompense, c'est vrai que le fait un peu de devenir addict, on peut développer une addiction très vite finalement. Et c'est vrai que là, par exemple, le fait, ça active les ondes de récompense au niveau cérébral qui produit l'hyperdopaminergie, c'est-à-dire lorsque le produit, la nicotine va sur les récepteurs de l'acétylcholine après ils sont excités et ça sécrète de la dopamine qui passe à l'autre synapse et ça produit justement de l'hyperdopaminergie qui produit le plaisir ou la sensation justement de bien-être. Mais malheureusement, quand on est un peu stressé, pas bien, c'est que notre cerveau peut réclamer ça, cette solution un peu de bien-être, et on reproduit par le même phénomène, par le même comportement, on est à la recherche du même produit pour trouver cette relaxation. Donc après, ce n'est plus un plaisir, mais c'est plus une recherche un peu d'apaisement, une recherche même d'être moins déprimé quand on ne va pas très bien. C'est qu'à chaque circonstance où le cerveau est moins bien, c'est vrai qu'il le demande et la personne elle ne peut pas résister, elle ne peut pas faire face et on rentre un peu dans un processus justement addictif. Alors après, on n'est pas tous égaux d'un point de vue de la vulnérabilité, d'un point de vue au fait génétique. Certes, actuellement, quand on a par exemple les parents qui fument, pour les enfants, généralement, ils auront tendance à suivre parce que c'est comportemental. Mais après, il y a des phénomènes génétiques aussi qui sont bien connus d'un point de vue de cette transmission. Mais actuellement, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut corriger justement. Donc là, si les mêmes enfants de parents fumeurs adoptent un autre comportement ou ils partent vivre ailleurs, où les parents arrêtent de fumer, il y a une sensibilisation la plus précoce possible, c'est vrai qu'on peut réduire ce risque un peu de vulnérabilité. Actuellement, donc, il est vraiment mesuré, par exemple, d'un point de vue de l'épigénétique par des altérations de micro-ARN et des histones qu'on a vraiment repérées. Donc là aussi, les patients qui nous disent de toutes les façons c'est génétique, j'aurai pas d'autre issue à faire que de continuer de fumer, c'est pas vrai si on commence les choses très tôt. Il faut les commencer très tôt pour ne pas suivre justement donc là cette évolution systématique. Alors après, je passerai un peu de tous les risques qui viennent d'être énoncés par rapport au risque de tabac, on en parle suffisamment. Par contre, j'insisterai sur juste la santé mentale. Et c'est vrai qu'au contraire de ce qu'on pourrait croire, regardez, c'est qu'il y a une augmentation de l'anxiété, de la dépression, et c'est une sorte de cercle vicieux. C'est qu'on croit, la cigarette, on croirait que ça va régler notre stress, notre tension. C'est des moments de détente, c'est des moments de pause, c'est un côté convivial. Mais au fait, ça peut entretenir aussi la vulnérabilité à faire de l'anxiété ou à maintenir l'anxiété, un peu comme on le sait. C'est vrai que je vais passer à notre produit qui est justement le cannabis. On croirait que le cannabis, c'est très bon, c'est cool et c'est bien, mais c'est l'inducteur des attaques de panique le plus important. Et c'est dans le cannabis, on retrouve du tabac. C'est vrai qu'on essaye un peu de jouer un peu sur les deux.
Et c'est vrai que parfois, c'est des inducteurs de l'anxiété, et ce sont des éléments qui peuvent entretenir l'anxiété. Et l'anxiété, sachant que c'est la plus fréquente pathologie en santé mentale dans le monde, et c'est vrai qu'après, il y a la dépression qui peut être liée aussi à cette anxiété. D'un point de vue des traitements, c'est vrai que le traitement, il est très simple parce qu'on peut parler d'une thérapie. Le fait un peu de donner, on peut faire des entretiens motivationnels. Ensuite, il y a des traitements de substituts nicotiniques qui sont remboursés en plus. Et c'est vrai qu'on peut réduire la consommation au lieu d'arrêter de fumer. Il y a des guidelines, il y a des recommandations qui sont très claires. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est ce suivi par un professionnel ou un suivi psychosocial qu'il faut qu'il soit mis en place. Parce que ce qui nous inquiète énormément, c'est qu'il y a énormément qui ont commencé d'arrêter, ils ont rechuté. Et c'est ce qui nous fait aussi, il y a un autre message à faire passer, c'est qu'une addiction maintenant, ce n'est pas une faiblesse d'esprit, c'est une pathologie cérébrale chronique, c'est une pathologie à rechute. Et c'est pour ça que le fumeur aussi, ou n'importe quel addict, c'est vrai qu'on leur dit, la rechute est presque, elle n'est pas obligatoire, mais elle fait partie de ce processus-là. Et c'est pour ça que c'est jamais trop tard de continuer d'essayer pour trouver les choses d'une façon efficace. Et là, vous voyez que la e-cigarette ou le côté vapotage, elle n'est pas dans les premières intentions de toutes les recommandations. Il faut d'abord commencer par vraiment les traitements conventionnels. On a des traitements qui sont peut-être moins disponibles en France ou qui sont en rupture de stock, comme la varénicline, qui peut être efficace. La cigarette électronique, elle est toujours en deuxième intention, ou bien elle est prescrite après échec 2. Et c'est vrai que là, maintenant, on va en parler peut-être un peu plus. C'est que si maintenant on fait un résumé par rapport à ce qui a été publié, soit par rapport aux hautes autorités de santé, soit par rapport aux données, aux études internationales, c'est vrai que là, je vous résume un peu les choses telles qu'elles sont actuellement. Les données récentes indiquent que les cigarettes électroniques augmentent les chances d'arrêt durable par rapport à l'absence de prise en charge ou substitut nicotinique, mais avec un niveau de preuve encore imparfait et des incertitudes au long terme. Donc là aussi, c'est une première limite. Et la deuxième chose, c'est que les autorités de santé restent prudentes. Elles ne recommandent pas le vapotage comme un outil de première intention, comme je viens de le dire. Là, c'est des données récentes, 2024, 2025, ça a été mis à jour. Mais le tolèrent parfois dans une stratégie de réduction des risques à condition de viser l'arrêt complet de tabac à terme dû au fait de vapotage. En gros, on peut le conseiller comme un outil de réduction des risques, mais à condition que la personne soit inscrite à quelque chose qu'elle va arrêter progressivement, parce que le principal objectif de tout traitement, c'est l'arrêt de la nicotine, quitte à ce que, pour les fumeurs invétérés, pour les dépendants chroniques, qu'on aille doucement, d'abord on réduit les choses. C'est vrai que l'une des catastrophes que j'ai vues, c'est très très compliqué, c'est ces patients auxquels je pense que je vois à la Cassane parfois opérés d'un cancer du poumon ou d'un cancer des voies aériennes supérieures, et après ils reviennent, ils sont en rémission, mais ils ne peuvent pas s'arrêter de fumer. Ils gardent toujours les 5 à 10 cigarettes, et c'est une lutte interminable. C'est ce qui montre un peu ce phénomène addictif qui est extrêmement important. C'est vrai que nous, on est obligé de les accompagner, de leur dire « Ok, vous fumez, vous réduisez au maximum, mais l'objectif ultime, c'est d'arrêter. Vous pouvez prendre la cigarette électronique, mais à condition de ne pas non plus l'utiliser régulièrement. » Par contre, il faut faire attention maintenant aux doubles utilisations. Il y a des gens qui fument la cigarette et qui vapotent. Donc là, c'est des risques extrêmement importants. La deuxième des choses, il ne faut jamais recommander de la cigarette électronique à quelqu'un qui n'est pas un fumeur pour autre chose. Parce qu'actuellement, c'est vrai qu'on découvre tellement de choses aussi qu'on peut recommander ce genre de choses. Et c'est vraiment... Et puis, troisième message, surtout chez les jeunes, il faut éviter. C'est vrai que l'utilisation des cigarettes électroniques, c'est des jeunes. Les puffs, il y a des sels de nicotine qui sont contenus dedans. Ils sont encore plus addictogènes que la nicotine en elle-même par rapport à l'absorption, par rapport à la diffusion. Merci pour cette brillante intervention. Tu restes un peu avec nous là pour répondre à quelques questions de la salle. Ouais, peut-être juste une question sur la santé mentale. Tu évoquais, tu disais, ça entretient, c'est un facteur d'entretien de l'anxiété, contrairement à ce qu'on imagine. Comment ça fonctionne comme ça, comme facteur, je dirais, parce qu'effectivement, cet effet inhibiteur, tranquillisant, utilisé comme un tranquillisant, mais en fait, ça entretient. Sait-on par quel mécanisme ça
ça entretient l'anxiété ou ça, voire ça la stimule. Là, ça a été évoqué. C'est vrai qu'on parle beaucoup, depuis tout à l'heure, j'entends, par rapport à tous mes collègues, parler de l'inflammation. Quand on fume, ça crée un phénomène inflammatoire extrêmement important au niveau du cerveau. L'anxiété est un phénomène inflammatoire, de même que la dépression. Et donc là, c'est vrai que ça entretient. Et les deux peuvent être liés. C'est vrai qu'on parle justement, donc là où c'est difficile, c'est de sevrer un fumeur anxieux ou un fumeur dépressif. C'est souvent le cas. Hein. Alors, mais je dirais le challenge, est-ce qu'il y a un fumeur qui n'est pas anxieux? Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'à la longue, finalement, quand on essaye un peu d'investiguer ou d'explorer un fumeur chronique, il y a toujours de l'anxiété. Ou bien cette anxiété, elle fluctue. Et quelqu'un, par exemple, qui va être au manque de cigarette, il est là à chercher la cigarette, ou bien là, il est en train d'assister, il attend que la pause, donc ça crée un niveau d'anxiété. Rien que le fait d'être un peu au manque, ça crée une irritabilité. L'irritabilité est un précurseur de l'anxiété. Très intéressant. On a envie quand même d'entendre Charles-Hugo Marquette, parce que on va lui amener un micro, parce que effectivement, dans les premiers temps, j'imagine que tu écoutes ça avec un peu d'irritation en même temps, parce que la cigarette électronique, le vapotage, c'était quand même l'aide au sevrage. Voilà, on disait c'est toujours mieux que la cigarette. Il faut être pragmatique. Ouais. Si vous voulez pas d'emmerde, vous restez dans votre lit le matin. À partir du moment où vous faites un quart de tour à droite pour sortir de votre lit ou un quart de tour à gauche, vous commencez à prendre un risque. La vie, elle est comme ça. Donc, notre vie est faite de compromis entre des risques. Quand j'ai en face de moi un fumeur actif, il ne faut pas oublier que la première cause de mortalité d'un type de 55 ans qui fume un paquet par jour, c'est la mort subite par infarctus. C'est la première cause de mortalité, 3/4 des morts. Ensuite, le quart restant, un tiers, ce sera plutôt, 20%, ce sera les cancers du poumon, et les 5% restants, ce sera la mort par BPCO. Donc, la mort subite par infarctus, c'est le risque demain. Ce type-là me dit, je suis nicotino-dépendant, j'ai le choix entre débuter une cigarette électronique pour arriver à me sevrer ou pas débuter la cigarette électronique, je lui prescris la cigarette électronique. C'est un risque, la cigarette électronique. C'est une balance. Est à 5, le risque de la cigarette est à 100. Donc quand vous devez faire un compromis entre 5 et 100, vous choisissez 5. D'accord. Mais... Après, je voudrais rapporter quand même une information qu'on oublie de dire sur les effets toxiques de la cigarette électronique. Ah oui, parce que... La publication des SDRA liés, les syndromes de détresse respiratoire aiguë, publiée dans le New England, est un fake, a été retiré. Ce sont des valeurs fausses, ça n'existe pas. Ces cas-là n'ont jamais existé. J'ai l'impression qu'on va repartir sur un débat. Vous entendiez bien tous les deux, Paul Hoffman et Charles-Hugo Marquette, jusqu'à ce moment crucial. Paul Hoffman, tu nous rejoins? Charles-Hugo a raison. Pour les patients qui ont 55 ans, ça fait 30 ans qu'ils fument, il faut faire quelque chose, ils vont mourir d'un infarctus du poumon. La jeunesse. Mais on est bien d'accord. Désolé. On est tout à fait d'accord. Parce qu'à force d'avoir ce discours, la cigarette électronique, ça sert à... Ce que je veux dire, c'est que la cible de la cigarette électronique, pour moi, elle est chez les jeunes entre 12 et 20 ans. Elle est au niveau des collèges, elle est au niveau des lycées, elle est au niveau des parents. Il faut que les parents se saisissent également de cet effet. Et le message est clair. Pour moi, la cigarette électronique, c'est un véritable tsunami pour les maladies respiratoires que l'on va voir dans 15 ans, dans 20 ans. C'est faux de dire qu'il faut attendre. Il y a des publications, certes, qui sont fausses, mais il y a des publications qui sont vraies, qui sont parues dans Science, dans Nature. Il y a des patients qui sont autopsiés, des jeunes qui sont morts. Ouais. Et je suis désolé. C'est pas les lobbies qui dit cigarette électronique dit addiction cumulative. Un jeune qui prend la cigarette électronique va fumer, va prendre de la cocaïne, va prendre d'autres substances addictives. Et pour moi, c'est un combat de l'IHU. Oui, on n'est pas du tout en désaccord. Oui, désolé, vous êtes pas vous parlez pas des mêmes populations. On a compris le message très fort qu'adresse le prévention. Il ne faudrait pas dire qu'il y a un désaccord. Les pneumologues devraient également avoir l'autre côté de la face de monnaie, dire c'est bien pour les personnes qui fument depuis bien longtemps, mais attention. C'est difficile d'avoir ce double discours, mais on voit l'importance de l'avoir. Oui, c'est très important de l'avoir. Oui, pardon. Farid Cherik complète juste un mot avant qu'on pose la question. Farid, Merci, oui. Non mais
c'est juste parce que les deux avis se rejoignent, c'est que nous aussi, c'est ce qu'on essaye de dire, c'est pour ça qu'on travaille énormément sur cette réduction des risques. Quand on prescrit une cigarette électronique, on est tout à fait d'accord. Par contre, c'est vrai qu'il faut veiller à ce que la personne arrête, mais on limite toujours les risques de toutes les façons. La vie est un risque. Oui, madame. Vous disiez tout à l'heure qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Oui. Comment c'est possible? Parce Oui, qu'aujourd'hui- c'est une aujourd'hui, très bonne quand question. on achète n'importe quoi, Comment, il y a la composition, etc. Comment C'est ça pas peut être obligatoire, protégé? Il n'y a pas de législation là-dessus? Comment ça peut être protégé, Farhad, Non, chérie? ce que je disais, il y a des compositions hétérogènes par rapport aux arômes, ce qui peuvent être proposés. Une dame. Le je pauvre ne sais Isabelle. pas s'il y a des cigarettes électroniques qui sont fabriquées par des industriels homologués avec des essais cliniques. C'est vrai que parfois elles sont importées en Chine, elles sont importées un peu partout, et c'est que donc là on n'a pas non plus, on peut pas savoir d'où ça provient. Nous, moi quand je conseille les cigarettes électroniques, je dis vérifiez quand même d'où est-ce que ça vient. Prenez la précaution de lire, de vous renseigner. Mais je crois qu'il y a le secret industriel, hein, le secret industriel. Il y a des cigarettes électroniques où c'est extrêmement bien étudié. Il y a des métaux lourds dans ce que l'on... Et qui dit métaux lourds dit effet carcinogène. Donc de dire que la cigarette électronique n'entraîne pas de cancer du poumon, c'est faux. Très bien. On n'a peut-être pas assez de recul, mais on a peu d'années de recul quand même, Paul Hoffman. On a peu d'années de recul, mais à force d'attendre ce qui va nous attendre plus tard, il vaut mieux... prévention ne risque de ne pas être très efficace. Mademoiselle. Oui, bonjour. Du coup, Paul, vous venez de répondre un petit peu. Moi, j'ai beaucoup d'amis, donc moi, je vais être plus dans la tranche d'âge 30-45, et j'ai beaucoup d'amis qui sont passés à la cigarette électronique, je pense, par flemme d'arrêter de fumer, parce qu'ils ont pris ça comme alternative, mais ils n'ont pas du tout comme objectif d'arrêter cette cigarette électronique, de ce que je vois. Hein. J'ai plein de copines qui arrêtent, qui reprennent. Et qu'est-ce que je peux leur dire, justement, pour les sensibiliser, parce que voilà. Et donc là, vous avez les métaux lourds qui viennent d'être expliqués. Et est-ce qu'on aurait d'autres pistes pour vraiment... Il y a plein de choses, il y a des publications, donc moi j'invite tes amis à quand même aller vers les publications scientifiques qui se rejoignent. Il y a du propylène dans la cigarette électronique. Propylène, c'est des lipides, ça donne des pneumopathies lipidiques. Il y a plein de publications actuellement, on va faire notamment un congrès bientôt en faisant venir des spécialistes des lésions induites par la cigarette électronique. Et enfin, il faut bien voir une chose, qu'il y a des continents comme le continent indien qui a interdit maintenant la cigarette électronique. Vous savez qu'on va en prison si on fume une cigarette électronique en Inde, ça ne se sait pas. Il y a le Brésil maintenant qui a une action de prévention sur la cigarette électronique à l'échelon gouvernemental. En France, on patine. Mais donc c'est comme un médicament, si on peut prendre le parallèle, c'est comme un médicament potentiellement dangereux, mais qui peut avoir une efficacité pendant un temps court. Est-ce qu'on peut dire ça pour du sevrage? C'est-à-dire, il vaut mieux évidemment passer à la cigarette électronique et arrêter de fumer, surtout quand on a un risque de faire un infarctus, un cancer du poumon. Mais si on dit à la personne, ben, vous allez prendre votre cigarette électronique jusqu'à la fin de votre vie, c'est bien, c'est une alternative qui est super. Non, il faut dire, commencez par passer à la cigarette électronique et puis petit à petit, tenter de diminuer. Ouais, c'est exactement ce qu'elle a dit. Peut-être une dernière question très brève à Farhad Chéric, parce qu'il n'a pas abordé ce point. On parle beaucoup de cocaïne, consommation de cocaïne en ce moment qui explose en France. C'est des drogues qui sont aussi extrêmement dangereuses, aussi pour la santé des poumons, parce qu'on peut communiquer autour. Est-ce qu'on peut dire un mot là, parce qu'on en parle moins que le tabac ou autre, mais... Je pense que la cocaïne a des effets certainement néfastes sur la santé respiratoire aussi. Et c'est vrai qu'il faut dire actuellement que la cocaïne, peut-être c'est l'un des produits les plus utilisés. Et c'est vrai, dans les services, dans les consultations, ça vient presque en deuxième position après l'alcool. Et ça a vraiment surplanté les choses. Mais maintenant, la vraie vie, finalement, c'est pas une seule addiction. C'est des gens qui se présentent avec alcool, cigarettes, cocaïne et de nouveaux produits aussi. C'est que je pense que maintenant, le débat sur l'addiction est un débat vraiment actuel qui a toujours été. Et c'est vrai, tous les produits addictifs sont dangereux en quelque part. On pourrait parler de protoxyde d'azote aussi, qui a certainement pas que des effets neurologiques, mais des effets respiratoires aussi. Les jeunes sont concernés. Juste un petit mot. C'est vrai que la cocaïne est une catastrophe. Actuellement, on en cherche à fabriquer des puffs à base de cocaïne.
Wow. Et ça serait vraiment catastrophique. Cigarette. J'ai vu certaines expérimentations, et là, ça serait vraiment, on arriverait à quelque chose. Mais là, avant d'arriver à cette puff qui concerne les jeunes, c'est l'effet néfaste de la cocaïne fumée, c'est le crack. Et là, c'est vrai qu'actuellement, dans notre société, il y a énormément qui arrivent au crack. Même des gens très bien, toutes les couches sociales, elles sont concernées. Donc c'est vrai que c'est presque un appel maintenant de s'en inquiéter, de les sensibiliser plus, et puis d'avoir un discours qui est vraiment très très tranché. Juste un mot par rapport à la légalisation, dépénalisation justement au fait justement le cannabis. On ne peut pas le faire parce qu'on pourrait affirmer que le cannabis, effectivement, on peut dépénaliser, on peut l'utiliser, pourquoi pas, et tout le reste. Mais l'impact sur les enfants ou le fait de le banaliser chez des personnes adultes, il y aura certainement un impact sur des jeunes qui vont le consommer d'une façon illimitée, d'une façon presque au fait naturelle, que ça va devenir une problématique, en sachant que c'est vrai que les jeunes, ça nous interpelle énormément. Et je rappellerai que le cerveau des jeunes, on acquiert une maturité qu'à partir de 25 ans. Quand on commence à fumer, à vapoter, à boire ou autre chose, ça fait des conséquences néfastes et parfois irréversibles d'un point de vue neurocognitif. Merci Il faut infiniment. dire que le cannabis, le cannabis, dans l'esprit des jeunes, c'est pas nocif par rapport au tabac, c'est-à-dire ça n'engendre pas de cancer. Le cannabis, c'est 10 fois plus carcinogène que le tabac. Cancer. Le cannabis pur, c'est 10 fois plus carcinogène. Merci de le rappeler. On applaudit, on reprend les applaudissements. Merci pour cette improvisation d'un plateau très très animé mais qui rappelle l'intérêt. Merci. Pour en savoir plus sur l'IHU Respirera, retrouvez toutes nos actualités sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet ihu-respirera.fr.